Allô, allô. Alors, on va démarrer une nouvelle conférence donc, de ce cycle La fin d'un monde avec Julien Chopin, qu'on remercie d'être avec nous. La semaine dernière, c'était Virginie Maris, écologue. La semaine prochaine, ce sera Malcolm Ferdinand qui nous parlera d'écologie décoloniale. Et donc aujourd'hui, une conférence inédite de Julien Chopin, l'architecte et l'effondrement. Alors, Julien Chopin est diplômé de l'école d'architecture de La Villette en 2001 et il cofonde à 24 ans le collectif Encore Heureux avec l'architecte Nicolas Delon. En 2006, ils sont lauréats des nouveaux albums des jeunes architectes et en 2011, l'agence livre son premier bâtiment, une salle de concert flottante amarrée au cœur de Paris, le Petit Bain. Ensuite, il y a plusieurs projets qui vont suivre en France, à l'international, dont un musée classé Musée de France à Suresnes, des centres d'innovation et de formation pour de grands groupes industriels, notamment Saint-Gobain à Aubervilliers, Michelin à Clermont-Ferrand, des bâtiments culturels également, cinéma, salles de concert, salles polyvalentes, ou encore des lieux d'expérimentation comme à Caen, la Grande Halle ou la Halle Pasteur à Rennes. Alors ça fait partie, Encore Heureux, ça fait partie des agences qui en France sont le plus fortement mobilisées autour des questions de recyclage et de réemploi depuis un petit moment déjà, donc avec une expertise qui est devenue très forte sur le sujet. Et vous vous souvenez probablement de la très belle exposition qu'il y avait eu en 2014 au pavillon de l'Arsenal, qui avait donné lieu à ce catalogue qui est en je ne sais pas combien d'exemplaires à la bibliothèque et qui est une ressource précieuse ici pour nos étudiantes et étudiants, le catalogue Matière Grise. Et puis en 2015, vous réalisez le pavillon circulaire, une expérimentation architecturale en matériaux de réemploi sur le parvis de l'Hôtel de Ville à Paris. Et puis, autre date, alors je ne vais pas toutes les citer, mais peut-être encore une, puisque en 2018, ils sont désignés commissaires au pavillon français pour la 16e Biennale d'architecture à Venise et livrent cette exposition qui s'appelle Lieu infini. Voilà, donc Julien, merci et on te laisse la parole. Merci, merci beaucoup Fanny, merci pour l'invitation. Alors cette conférence, effectivement, tu disais inédite, c'est le cas. C'est juste que j'ai eu envie, suite à votre invitation avec ce cycle Fin d'un monde, d'explorer quelque chose d'assez intime et une forme d'obsession vis-à-vis de cette notion qui m'a beaucoup occupé, qui m'a aussi beaucoup déprimé. Et du coup, je me suis dit que c'était peut-être quelque chose d'intéressant de faire un retour là-dessus pour voir quel ressort il y avait, qu'est-ce que ça mobilisait, qu'est-ce que cette idée d'effondrement faisait aux architectes, et surtout, qu'est-ce qu'on pouvait en faire. Et qu'est-ce qu'on pouvait en faire de mobilisateur et non d'anxiogène. Donc c'est vraiment le cœur de mon propos, c'est d'essayer de regarder cette notion, ce qu'elle fait aux architectes et comment on peut l'aborder et la travailler. Donc je vous propose cinq parties. Une première partie qui s'appelle le cauchemar de l'architecte. Une deuxième partie, chronologie d'un coming out écologique. Donc là, je vais revenir un peu sur notre entrée en écologie au sein de l'agence. Ensuite, une partie qui s'appelle l'effondrement qui vient, où là je vais faire une relecture, et une relecture un peu critique de l'ouvrage de Pablo Servigne, Comment tout peut s'effondrer. Ensuite, je vais proposer aussi une relecture du livre de Gilles Clément qui s'appelle L'alternative ambiante. Et enfin, je terminerai avec ce qui nous occupe aujourd'hui, qui sont ces lieux infinis, et avec la partie pour des lieux infinis. Tout ça, je vais le nourrir aussi beaucoup de lectures. Vous allez voir que cette idée d'effondrement, elle est aussi quelque chose qu'on a du mal à percevoir par les sens. C'est vraiment quelque chose qu'on perçoit beaucoup en se documentant. Donc ça passe vraiment par la médiation du livre. Donc je vais vous donner modestement des conseils de lecture, en tout cas des livres qui m'ont marqué. Et puis beaucoup de citations et bien sûr beaucoup d'images. Donc le cauchemar de l'architecte. L'effondrement, sa définition littérale, c'est le fait de s'effondrer, c'est un écroulement, un éboulement. Et l'image, bien sûr, c'est l'effondrement d'un pont. Alors pour un
Pour un architecte, c'est quelque chose d'assez terrible. Donc, quelques images à la fois spectaculaires mais dramatiques d'effondrement réel. Donc ça, c'est le 63-65 rue d'Aubagne, il y a à peine un an, qui a fait 8 morts. Ici, autre chose de très spectaculaire, le pont Morandi à Gênes, en Italie, qui a fait 43 morts le 14 août 2018. Le Rana Plaza, vous vous rappelez peut-être cette usine de confection textile qui avait fait 127 morts, pardon. Elle s'était effondrée sur elle-même. Mon propos ici n'est pas de détailler le pourquoi, les raisons, mais plutôt de montrer à quel point c'est ce mot-là, et du coup la collapsologie qui a popularisé ce mot et qui s'en est servi, résonne peut-être différemment pour notre profession d'architecte. Donc ça, c'est Paul Andreu, qui est mort tout récemment. Vous connaissez, l'architecte de l'Opéra de Pékin et puis de la Grande Arche de la Défense, qui a eu la terrible aventure de connaître un effondrement mortel d'un de ces bâtiments de son vivant. Donc c'était le terminal 2 de l'aéroport de Roissy. Et je voulais juste vous livrer ces mots. Donc il dit: il faut comprendre ce que c'est que d'entendre que votre bâtiment vient de s'écrouler et qu'il y a des morts. C'est irréel. Quand j'ai entendu ça, j'étais à la fois choqué et en pleine irréalité. Donc c'est vraiment cette idée d'un cauchemar et de quelque chose qu'on n'arrive pas à regarder en face. Je voudrais, c'est une façon de dire que peut-être que ça touche, ou en tout cas moi, c'est mon expérience personnelle, cette idée de collapsologie m'a touché très particulièrement, et c'est peut-être une des raisons. Ensuite, rapidement, donc Fanny a présenté largement notre parcours au sein de l'agence Encore Heureux. On est maintenant une petite trentaine à Paris, avec donc Nicolas Delon et puis récemment Sonia Vu et Sébastien Aymar qui nous ont rejoints en associés. Et un des projets qui a lancé notre recherche sur le travail matière grise était ce projet d'exposition pour les 70 ans de la SNCF dans un train. On avait fait une scénographie et à la fin, tout est parti à la poubelle. Premier grand moment de vérité, on va dire. Et là, je vous propose de vous raconter 2 moments de vérité forts qui nous ont marqués, qui nous ont fait basculer dans ces questions environnementales et écologiques, et qui nous les ont rendues extrêmement sensibles et criantes. Donc, suite à cette expérience un peu douloureuse et traumatisante pour des architectes qui voient tout ce qu'ils ont dessiné partir à la poubelle, de notre fait et puis aussi du fait du maître d'ouvrage, on a la chance, avec Alexandre Labasse au pavillon de l'Arsenal, de travailler sur cette exposition Matière grise. Donc une exposition qui présentait 75 projets dans le monde entier qui réemployaient des matériaux. Donc on fait ce travail de recensement, de regarder ces architectures selon nous sobres, qui récupèrent, mais surtout on découvre ce qu'on a appelé la crise de la matière, qui est cet épuisement des ressources d'un côté et cette accumulation des déchets de l'autre. Et on mesure que ça change radicalement le paradigme pour les architectes, et qu'il y a bien évidemment des soucis en amont de la chaîne et en aval, et que l'architecte étant au milieu de tout ça, on découvre des crises existentielles qui rebalayent toute la production architecturale d'aujourd'hui, si on considère qu'on va avoir de moins en moins de matière pour construire, et que la plupart des matériaux qu'on met en œuvre vont devenir des déchets. Donc ça, c'est un premier moment de vérité qui fait suite à cette recherche d'une année. Deuxième moment de vérité qui nous fait aussi basculer dans cette lucidité sur les questions écologiques. On a la chance de travailler pour l'organisation de la COP21 à Paris, et on est lauréat du concours pour l'aménagement du site du Bourget. Donc c'était un aménagement scénographique, donc on devait juste donner des intentions et faire une sorte de master plan de l'ensemble du site. Donc pour mémoire, c'est le plus grand événement diplomatique que la France ait jamais accueilli. Donc il y avait 40 000 personnes, 3 000 journalistes, 195 États. Il fallait vraiment concevoir une ville.
Et on gagne le projet notamment parce qu'on dessine ce bâtiment qui est un bâtiment tout en bois emblématique. Et on dit que pour signer l'accord de Paris, c'était déjà la perspective de la COP, il fallait un bâtiment magistral et emblématique. Donc on dessine une sorte de grande cathédrale tout en bois, avec l'idée que c'est un bâtiment entièrement biosourcé, qui va stocker du carbone et qui est un bâtiment magnifique. Une dureté de ce processus de projet, c'est qu'on est assez vite écarté de la réalisation. On n'avait bien sûr que le concept scénographique, et puis on pensait qu'ayant dessiné ce bâtiment, ils allaient se servir, et ils allaient avoir besoin d'architectes pour développer le projet. Finalement, ils se passent de nous. Donc ça, c'est un moment assez dur et d'amertume de vie professionnelle, mais ce n'est pas celui qui nous a le plus marqué. Donc vous voyez donc ce qu'ils ont fait quand on fait sans architecte. Donc la forêt de drapeau est devenue un champ de bidons ou de barils. Et puis cette salle qu'on espérait majestueuse, d'une couleur chaude, est devenue une sorte de gymnase un peu années 80. Mais en tout cas, l'accord de Paris s'est signé dedans. Et la vraie découverte, c'est la compréhension. Donc bien sûr, on avait les yeux rivés sur cet événement, ce qui s'y passait, ce qui allait s'y dérouler, les dessous, les coulisses. Et la vraie découverte de cet événement, c'est pas le moment où Laurent Fabius, avec son marteau et sa voix tremblante, arrête les négociations en disant qu'effectivement, les 195 pays se sont mis d'accord pour limiter le réchauffement à 2 degrés, mais plutôt le processus même qui fait que, vous savez, une COP, c'est tous les pays qui décident de faire leur contribution nationale et qui indiquent les émissions qui vont s'engager à leur réduction d'émissions qui s'engagent à faire. Donc quand on fait cette somme, on arrive à 3,5 degrés. Donc la COP, pour moi, c'était vraiment le moment de vérité où on comprend qu'il y a une schizophrénie entre un affichage qui est à 2 degrés et puis la réalité concrète additionnelle de toutes les contributions étant les meilleures promesses que font les États et qui nous emmènent à un réchauffement à 3,5 degrés. Donc là, on réalise la dureté de la crise climatique qui vient avec ce que certains intellectuels ont appelé la fabrique de la lenteur, qui sont ces moments de décision planétaire. Je dis pas je les remets pas en cause pour autant, mais en tout cas, ça nous permet d'avoir des moments de lucidité. Donc là, vous voyez la courbe des émissions mondiales, donc qui continue bien sûr d'augmenter. Donc on est loin de réduire les émissions. Vous savez bien, je ne vais pas vous l'apprendre, mais qu'il y a des très grandes disparités dans les émissions de chacun des pays. Ça, c'est les États-Unis. On pourrait voir qu'ils sont sur une courbe plutôt quand même descendante, mais la réalité, c'est qu'ils restent par tête les plus grands émetteurs de CO2. La Chine, à contrario, qui est devenue le plus grand émetteur si on considère l'ensemble, mais par contre, ramené à chacun des habitants, ils sont encore loin derrière les États-Unis, mais on voit la progression fulgurante. Et puis l'Union européenne, pour ce qui nous concerne, on est effectivement, pareil, on descend, mais trop peu. Et même, vous voyez, les dernières, depuis 2015, les émissions sont remontées. Donc, je voudrais raconter aussi un tout petit peu qu'est-ce que cet accord de Paris fait aux architectes et fait du coup aussi aux gens qui cherchent à le respecter. En regardant du coup le cas français, donc vous savez que l'empreinte carbone moyenne d'un Français, c'est 10 tonnes de CO2. Ça, c'est une étude qui a été faite par Carbone 4 qui regarde à quoi il faudrait arriver pour arriver à respecter l'accord de Paris. Donc il faudrait passer à 2 tonnes d'équivalent CO2 par personne et par an. Donc vous voyez dans les différents registres, que ce soit mobilité, logement, biens et services, alimentation et services publics. Donc on voit bien l'effort qu'il faut faire et l'effort de transformation radicale qu'il faut faire si on voulait s'aligner sur l'accord de Paris. Et ça, c'est
Et ça, c'est quelque chose qui m'a semblé intéressant de vous partager, c'est sur la question du colibri. On dit toujours, là, vous connaissez cette métaphore du colibri, faire sa part et contribuer. Et ça permet de comptabiliser et de voir quel est l'impact des gestes personnels qu'on fait vis-à-vis de ces objectifs de réduction. Donc, si chacun d'entre nous avait un comportement héroïque, on baisserait, selon leurs calculs, de 2,8 tonnes de CO2, donc c'est très peu. Et ça voudrait dire qu'on a un régime uniquement végétarien, que pour la mobilité, on utilise les vélos pour les trajets courts, le covoiturage, qu'on ne prend plus l'avion, que pour tous les biens et les équipements qu'on achète, on achète tout d'occasion, qu'on mange local, qu'éventuellement on enlève 1 degré à son thermostat. Et si on fait sur la part de l'effort sur l'ensemble du chemin qu'il faudra accomplir, on voit que ça représente juste 25%. Donc c'est une façon de dire que les efforts individuels, même s'ils étaient héroïques, nous permettraient pas du tout d'arriver à l'objectif. Ensuite, ils calculent l'investissement des ménages, si on rénove son logement, si on achète éventuellement une voiture électrique pour avoir des transports décarbonés, ce qu'on peut d'ailleurs, ce qui est peut-être sujet à débat, mais en tout cas, ça fait qu'on est sur la moitié qui relève des individus et l'autre moitié qui relève du collectif. Et donc le collectif, c'est bien les politiques publiques, donc avec des décarbonations de l'industrie, de l'agriculture, du fret de marchandises, des services publics et de la production électrique. Et puis, ça, un autre scénario qui montre s'il y avait juste un comportement réaliste, c'est-à-dire qu'on prend quand même de temps en temps l'avion, on mange quand même de temps en temps de la viande, et puis on a un régime flexitarien et autres, et on voit que l'effort vis-à-vis de la collectivité publique et des politiques publiques, il devient bien sûr beaucoup plus important. Et enfin, pour finir sur cette COP qui pour nous est vraiment ce moment où on comprend et qui, vous allez le voir, est aussi un des signes de l'effondrement qui vient, c'est-à-dire on voit la difficulté pour arriver à mettre en œuvre ces mesures radicales. Ça, c'est une étude qui a été faite par le cabinet BL Evolution, qui sont des consultants sur ces questions climatiques, et qui regardent, si on voulait s'aligner sur l'accord, la suite de l'accord de Paris, qui est de réduire, de ne pas dépasser 1,5 degré de réchauffement, selon les derniers rapports du GIEC, on voit qu'il faudrait être encore plus radical. Et donc eux, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ne font pas que des chiffres, mais ils proposent aussi des actions, et ils le font volontairement de façon un peu provocatrice. Par exemple, l'instauration d'une loterie nationale pour distribuer des vols en avion, ou le flux vidéo qui doit être divisé par 3 d'ici 2030, alors qu'on sait qu'avec l'apparition de la 5G, la consommation énergétique liée au numérique va devenir colossale. Je vais rentrer dans la partie un peu noire, un peu sombre, même si je vais essayer de la nuancer un peu. Enfin, de toute façon, vous avez eu la conférence inaugurale qui avait son lot de sombre, je dirais. Donc, l'effondrement qui vient. L'effondrement, c'est aussi le fait d'être détruit, ruiné ou abattu complètement. Et j'ai volontairement utilisé les deux façons de l'expliciter, qui sont l'effondrement ou d'une civilisation ou d'un individu. Et dans cet ouvrage que je propose de regarder, c'est vraiment les deux choses qui sont finalement mises en parallèle et qui sont intéressantes selon moi. C'est qu'à la fois, il regarde et il montre les signes de l'effondrement de la civilisation thermo-industrielle, comme il l'appelle, donc qui est civilisation industrielle qui carbure aux énergies fossiles. Mais il regarde aussi l'effondrement des individus et qu'est-ce que provoque cette idée vis-à-vis des individus. Donc c'est Pablo Servigne, cet ingénieur agronome qui d'ailleurs, Yves Cochet lui avait commandé un rapport sur comment on pourrait nourrir l'Europe en temps de crise. Et à la suite de ce travail-là et d'autres de ses travaux, il s'est attelé à ce qu'ils ont nommé la collapsologie, qui est une sorte de nouvelle science, une pseudo-science, qui est en fait l'étude des signes avant-coureurs de l'effondrement, qui lui permet de forger leur intuition
en posant quand même une question, mais même s'il n'y a pas de point d'interrogation, ou en tout cas un très gros en filigrane sur la couve, qui est comment tout peut s'effondrer. Donc à la fois, moi c'est un ouvrage très important parce que, déjà première chose, parce que c'est un best-seller et il est à 90 000 exemplaires vendus, donc il fait partie des 25 essais les plus vendus en France ces dernières années. Donc moi je trouve que c'est toujours intéressant de regarder les best-sellers, ce que ça dit de notre temps et de notre époque. Ensuite, parce qu'il est extrêmement pédagogique. Donc il propose des définitions de l'effondrement, donc il reprend les définitions de Dimitri Orlov, qui désignent différents stades de l'effondrement: financier, une crise économique. On voit à quel point la crise de 2008 a déstabilisé le système. La prochaine qui vient, on ne sait pas d'où elle viendra, de la dette américaine ou autre. En tout cas, on sent que c'est quelque chose qui est regardé avec grande frilosité. Et puis ensuite, il raconte comment les effondrements peuvent arriver en cascade, un effondrement commercial, politique, social, et puis culturel, qui est le dernier stade selon lui, où effectivement la population perd ses valeurs fondamentales. D'autres définitions, je pense que Yves Cochet l'avait mentionné: l'effondrement est le processus à l'issue desquels les besoins de base, eau, alimentation, logement, habillement, énergie, ne sont plus fournis à un coût raisonnable à une majorité de la population par des services encadrés par la loi. Donc là, on voit bien qu'il s'agit de politique, de justice sociale, et que c'est ces éléments-là qui sont engagés. Et puis, plus simplement, l'effondrement et la simplification brutale d'une société complexe. Donc ce qui est intéressant, je vous l'ai dit avec ce livre, selon moi, c'est qu'il est pédagogue et donc il prend bizarrement l'exemple de la voiture. Il prend une métaphore, il compare la civilisation industrielle à une voiture. Et il regarde, si c'était une voiture, il essaie de lister les différents problèmes qu'elle a. Et il dit, si la civilisation thermo-industrielle était une voiture, elle aurait 5 principaux problèmes. Le premier problème, c'est qu'elle accélère, et qu'elle accélère plutôt dans la mauvaise direction. Le deuxième problème, c'est qu'on est sur la réserve d'essence. Le troisième problème, c'est qu'elle est sortie de la route. Le quatrième problème, c'est que le volant est bloqué, qu'on ne peut pas tourner. Et le cinquième problème, c'est que la carrosserie et l'habitacle est en train de se disloquer. Et donc, je vais revenir sur ces cinq principes, cinq propositions qu'il fait, en illustrant de références qui ne sont pas forcément les siennes, mais pour voir ce que ça convoque. Donc l'accélération du véhicule, vous connaissez ces courbes, ces courbes qui ont toutes la même forme d'hyperbole, avec les consommations de viande, les pollutions, les consommations de matière, la quantité d'humains sur la planète. Voilà, toutes les courbes sont ça, et c'est ce que les historiens ont appelé la grande accélération. Ça, c'est deux livres qui sont très importants selon moi, parce qu'ils permettent de remettre en perspective de façon historique ces notions, avec l'idée de l'anthropocène. Donc l'anthropocène, je pense que vous connaissez cette notion, qui est extrêmement débattue et qui a plein de nuances et de variations. Bonneuil et Fressos parlent du capitalocène, c'est-à-dire que si on l'a coloré politiquement, en considérant que ce n'est pas les hommes de façon indifférenciée qui ont un impact géologique sur la planète, mais bien certaines parties. Ou même il y a les notions d'urbanocène, de dire est-ce que l'anthropocène c'est avant tout un urbanocène, c'est-à-dire c'est l'urbain généralisé sur la planète. Ou même il y a l'idée de la plantationocène, qui est le modèle de la plantation, donc de l'esclavagisme et de la colonisation comme modèle de transformation de la Terre. Donc et puis McNeill, que je vous recommande si vous voulez comprendre ces phénomènes et comprendre leur inertie et comprendre la lenteur de ces phénomènes de transformation environnementale, et de voir que l'environnement, c'est quelque chose qu'on a très très longtemps transformé. Il y a même des gens qui parlent de l'anthropocène lent et puis d'un anthropocène rapide au siècle dernier. Mais voilà, je pense on peut nuancer et politiser un peu ces questions d'accélération. Après, une critique aussi que je vous propose, qui est d'une romancière, poétesse et critique littéraire de science-fiction que j'aime assez, parce qu'elle permet aussi de dédramatiser, ou en tout cas de regarder de quoi on parle.
Donc l'effondrement, c'est l'homme riche qui prend la pilule rouge et découvre brutalement, ébahi, que nous allons tous mourir au terme d'une douloureuse agonie teintée de culpabilité. Donc là, ce qui est intéressant, c'est l'idée de l'homme riche. C'est-à-dire que c'est de voir que cette préoccupation, c'est avant tout une préoccupation d'occidentaux, de gens qui ont bénéficié du progrès lié à l'Anthropocène, mais qu'il faut tout de suite regarder que l'effondrement n'est pas une perspective, l'effondrement est bien quelque chose qui est en cours, qui est de façon lente, qui est un processus qui est déjà à l'œuvre, qui est à l'œuvre dans plein de pays du monde, et qu'effectivement, celui dont la collapsologie d'ailleurs est moquée dans les médias assez souvent, c'est quand on regarde uniquement les pays riches qui peut-être s'effondreraient de façon brutale. Ensuite, la question de l'extinction du moteur, donc l'idée de limite infranchissable, qu'on arrive aux limites, donc le pic pétrolier, qu'on n'aurait plus assez d'essence. Donc là, je nuancerai un peu, parce que c'est aussi très... ce pic est quand même très repoussé, sans dire qu'il n'arrivera pas, mais je le nuancerai en disant juste, reprenant ce graphique de la consommation énergétique, donc nos sociétés consomment toujours de plus en plus et de plus en plus d'énergie. Vous voyez que les renouvelables, enfin les nouveaux renouvelables, c'est-à-dire les renouvelables qu'on connaît, éoliennes, solaires et autres, sont dans l'épaisseur du trait de la courbe, et que la majorité des énergies qu'on consomme aujourd'hui sont bien évidemment d'origine fossile. Et aussi peut-être pour le nuancer que finalement, il y a aussi beaucoup de gens qui disent qu'on a trop d'énergie et qu'on a trop d'énergie fossile et qu'il faudrait laisser la plupart des fossiles dans le sol si on voulait éviter un réchauffement planétaire. Donc j'ai l'impression que cette notion de l'extinction du moteur, on doit la contrebalancer avec l'idée de la surabondance d'énergie, et puis surtout la façon dont on utilise, dont on récolte, si je peux m'exprimer ainsi, l'énergie aujourd'hui. Et on la récolte de façon beaucoup plus sale et polluante, parce qu'on a fini avec le pétrole conventionnel, on s'attaque au pétrole non conventionnel, au gaz de schiste, qui demandent des modes d'extraction beaucoup plus polluants et radicaux. Là, par exemple, c'est les sables bitumineux dans l'Alberta, où on rase les forêts et puis on laisse des territoires dévastés. Ou un autre exemple de notre folie extractiviste, c'est ce joli paquebot, en fait, qui est l'académique Lomonosov, en fait, qui n'est pas un joli paquebot, parce que c'est une centrale nucléaire flottante russe qui est destinée à l'alimentation des plateformes d'extraction du gaz en Arctique. Donc ça veut dire que l'Arctique, avec les voies qui s'ouvrent, devient un territoire à conquérir, et on se lance dans des folies qui présentent énormément de risques, à l'idée d'aller amener une centrale nucléaire qui flotte pour pouvoir alimenter les plateformes offshore. Et puis, donc, j'ai parlé de la folie extractive, de la pollution, des risques, et puis notre dépendance à l'énergie. Donc là, c'est l'exemple tout récent, c'était en mars dernier, du Venezuela, où la capitale de Caracas a été plongée dans le noir avec une panne d'électricité de 5 jours. Et ça a déstabilisé entièrement la ville, avec les hôpitaux, les écoles, les ascenseurs, la distribution d'eau, tout ça a été complètement paralysé. Donc on mesure aussi notre dépendance électrique en voyant une sorte de mini-effondrement là, temporaire, mais qui a été réel. Ensuite, la voiture sort de la route sur la question de deux choses qui sont très connues, qui sont effectivement la biodiversité et le climat. Donc ça, c'est les frontières qu'on franchit, c'est-à-dire on sort de la route, on s'engage dans des terrains inconnus, c'est-à-dire qu'on ne sait pas où ça va nous mener. Donc vous savez qu'on est dans la 6e extinction massive des espèces, où les espèces s'éteignent à un rythme extrêmement important. Je vous passe les citations les plus terribles les unes que les autres. Mais ce qui m'intéresse, c'est de voir qu'en fait, c'est une question aussi d'architecte et d'architecture, parce que s'il y a cette extinction massive, c'est principalement parce qu'il y a une perte des habitats sauvages et qu'il y a une expansion de la population humaine sur la Terre et urbaine, qui fait que effectivement les animaux sauvages n'ont plus simplement d'habitat et d'espace où vivre. Une autre étude sur les insectes, avec encore hier ou il y a 2 jours dans Le Monde, qui titrait sur la disparition des insectes et comme étant
Et le titre, c'était un des signes les plus incroyables de l'effondrement qui est passé sous le radar médiatique, quelque chose comme ça. Donc ça montre que s'il y a un véritable effondrement, c'est bien celui-là, c'est bien l'effondrement du vivant, ou en tout cas du vivant non humain. Et ça, c'est une courbe que je trouve intéressante qui montre la relation entre la quantité d'extinction et la population humaine. Et on voit bien la corrélation entre les deux courbes. Donc vous savez qu'on est, on est bientôt 8 milliards sur Terre, mais en fait, on n'est pas 8 milliards, en fait. On est 28 milliards si on compte l'ensemble de nos animaux d'élevage. Donc on est, sans faire de la propagande, enfin, bien qu'un peu, pour un autre régime alimentaire. En tout cas, pour un humain sur Terre, il y a à peu près entre 3 et 4 animaux d'élevage, dont une majorité de poulets. Donc il faut bien savoir que s'il y a cette extinction, c'est aussi lié au profit de notre espèce. Donc, ce que dit Jean-Baptiste Fressoz, la crise environnementale contemporaine est avant tout un effondrement rapide des populations non humaines au profit de notre espèce. Ensuite, une deuxième sortie de la route très connue aussi, qui est la question du climat. Je ne vais pas faire trop long, mais c'est avant tout la hausse des températures qui fait une modification et une perturbation radicale du cycle de l'eau, et qui fait qu'il y a soit trop d'eau, soit pas assez, et qu'elle est répartie différemment. Donc les ouragans beaucoup plus violents, et puis les sécheresses beaucoup plus massives. Et je vais juste l'illustrer parce que ça me semble raconter des signes de l'effondrement, et notamment vis-à-vis de nos questions qui sont des questions urbaines. Ça, c'est l'été dernier en Grèce, autour d'Athènes. On voit la population qui fuit pour échapper au feu. Ça, c'est les incendies l'été dernier en Californie, avec ce symbole incroyable qui est le paradis qui brûle. Donc la formule de Jacques Chirac est réelle. Et c'est vraiment d'architecture dont il s'agit. Et puis un autre effet du changement climatique, je pourrais en dire beaucoup, mais je voudrais juste illustrer celui-là, qui est la crainte du jour zéro. C'est le jour où il n'y a plus d'eau au robinet. Donc vous voyez, là, c'est des affiches publicitaires, notamment pour les villes comme la capitale de l'Afrique du Sud, le Cap, ou Sydney en Australie, qui proposent à la population des moyens pour arriver à juste utiliser 50 litres d'eau par jour. Et ce qui est incroyable aussi à regarder, c'est que ce n'est pas en Afrique du Sud ou en Australie, mais c'est aussi en France, à Guéret, en Creuse. Et par exemple, il y a une sécheresse qui est historique et qui fait que le maire a constitué des réserves d'eau en bouteille pour pouvoir alimenter sa population en eau potable, et c'était cette année. Et puis d'autres choses, pour revenir à des questions littérales d'effondrement, ça c'est d'autres conséquences du réchauffement climatique, où deux situations aux Pays-Bas où les sols sont, comme les sols se rétractent parce qu'il n'y a plus assez d'eau dans les nappes souterraines, les maisons menacent de s'effondrer. Et puis en Sibérie, d'autres bâtiments menacent de s'effondrer aussi parce que pour des questions de réchauffement des sols qui modifient la structure portante des bâtiments. Et puis, tout ça pour dire que notre perspective, c'est bien des catastrophes naturelles qui vont perturber le système, à voir s'il sera suffisamment robuste pour être résilient. Mais en tout cas, ce qui peut être inquiétant, c'est quand on a des déclarations comme ça chez des grands assureurs qui disent qu'un monde qui se réchaufferait de plus de 4 degrés n'est pas assurable. Donc vous savez à quel point même la question de l'assurance pour les architectes est quelque chose d'important, même professionnellement. Donc on voit l'impact que ça a financièrement, économiquement. On voit ce que ce type de déclaration pourrait amener comme déstabilisation. Point de bascule du climat, je ne sais pas à quel point c'est connu ou pas connu, mais c'est les moments où la nature s'emballe et prend le relais. C'est ce qu'on appelle les boucles de rétroaction positive, où par exemple les sols gelés du permafrost, Yves Cochet en avait parlé, qui se réchauffent, qui dégagent du méthane, et qui alimentent le réchauffement. Et vous voyez en bleu les moments où ça bascule. Et s'il y a bien une chose qui est inquiétante dans le réchauffement climatique, c'est selon moi cette chose-là,
qui a beaucoup le GIEC est assez prudent, il y a beaucoup de recherches qui sont faites là-dessus parce qu'on a encore beaucoup d'incertitudes, mais c'est les moments où c'est la nature qui elle-même prend le relais des émissions anthropiques. Quatrième élément, et il faut que j'accélère peut-être un peu, le blocage de la direction. Donc le volant est bloqué. Donc vous vous rappelez la métaphore de la civilisation industrielle, on est une voiture, on avance trop vite, on n'a plus d'essence, on est sorti de la route, et puis le volant est bloqué, c'est-à-dire qu'on ne peut pas facilement retourner en arrière. Et donc là, j'ai pris un exemple qui me semble assez incroyable. C'est le budget, les dépenses de l'État, je pense, de l'année dernière. Et vous voyez la part des investissements qu'on appelle les investissements verts et les investissements bruns. Et donc, on voit aussi à quel point on est dans une subvention schizophrénique. C'est qu'à la fois, on subventionne toute la transition, donc énergie renouvelable, mobilité durable, la recherche, rénovation thermique. Donc parfait, 20 milliards. Et en proportion quasiment équivalente, on subventionne ce qu'on appelle les investissements bruns, c'est-à-dire, et c'est principalement à peu près tout lié aux carburants et aux combustibles fossiles. Donc vous savez que le kérosène des avions n'est pas suffisamment taxé, qu'il y a une préférence des taxes sur le diesel, il y a des niches fiscales sur le gazole non routier. Et on voit qu'il y a une schizophrénie entre à la fois, finalement, de façon brutale, subventionner le réchauffement climatique, parce que c'est bien de ça dont il s'agit, avec les exemptions fiscales que le gouvernement fait, et puis, en parallèle, subventionner la transition. Donc là, on voit bien un verrou et une difficulté de changer de modèle et de dire, tout simplement, on met direct 37 milliards sur la transition, plutôt que de continuer à faire les deux en parallèle. Ces moments où on comprend que le volant est bloqué, il y a eu un élément fort qui est aussi, à mon avis, un élément un peu de bascule de l'été 2018. C'est la démission en direct sur France Inter de Nicolas Hulot, l'ancien ministre de la Transition écologique. Donc ça, c'est le livre qui fait la retranscription directe et fidèle de son émission, de son entretien. Et je vous encourage à le lire, ou alors vous pouvez, si vous ne l'avez pas lu, le regarder en ligne. C'est assez saisissant parce que c'est un vrai moment de lucidité politique, et où on comprend à la fois l'incapacité du politique qui est pris dans un court terme à arriver à engager des politiques radicales. On comprend l'importance des lobbies. C'est des choses qu'on sait, mais qu'on entend de façon directe et transparente, et qui, à mon avis, vaut le coup d'être regardé pour bien comprendre à quel point c'est difficile de changer, même avec les meilleures intentions du monde. Et puis l'ouvrage de Jean-Marc Gancy, qui est un des fondateurs de Darwin à Bordeaux, qui reprend ce propos et qui fait ce petit ouvrage qui s'appelle « Petit exercice de lucidité par temps d'effondrement écologique ». Donc là aussi, ce que je cherche avant tout, moi, dans ces questions d'effondrement, c'est de la lucidité. Et le dernier aspect, c'est la fragilité de la carrosserie. Donc là, quelque chose qui pourrait l'illustrer, c'est la question de l'interconnexion du monde global, de la finance globalisée, de la communication globalisée et de la fragilité de ce système interconnecté, et ce que certains appellent le gouvernement algorithmique. Donc c'est le fait que les algorithmes à la fois dirigent la bourse, mais dirigent aussi ou accompagnent les réseaux sociaux, et c'est tout le concept des big data. Et là, on voit aussi ce que Paul Virilio disait quand il parlait de l'accident et de la panne généralisée. Il disait que quand on a inventé l'avion, on a aussi inventé l'accident d'avion. Et on pourrait dire la même chose quand on invente la finance globalisée, ou quand on invente des réseaux interconnectés mondiaux comme Internet, on invente aussi la panne généralisée et la panne globale. Enfin, une des dernières choses qui est intéressante chez Servigne, selon moi, mais qui est sujette vraiment à débat, c'est toute la question des émotions et de ce qu'il appelait la courbe de deuil. Donc c'est quand on fait face à toutes ces questions, quand on voit tous ces signaux d'effondrement qui viennent, quand on voit leurs interconnexions les uns avec les autres, effectivement,
il a décrit les processus par lesquels on passe, et je peux témoigner que je suis à peu près passé par tous. Si je fais cette conf, c'est bien parce que j'étais au fond du trou à un moment donné. J'ai réussi à remonter la pente, pas forcément sur les mêmes aspects que lui, mais en tout cas, j'ai bien ressenti du déni, c'est-à-dire qu'on ne veut pas voir, c'est trop dur, de la colère, de la peur, du marchandage, c'est-à-dire qu'on essaie de s'arranger, on se dit oui, mais moi je fais quand même un peu, je modifie un peu mes comportements, de la dépression, certains s'en échappent, mais en tout cas c'est une réalité, ce qu'on appelle la solastalgie. Et puis après, une acceptation. Alors là où je suis un peu critique, c'est sur l'idée du deuil, c'est-à-dire que je ne peux pas encore, moi, aujourd'hui, faire le deuil de la civilisation telle qu'elle est aujourd'hui. Physiquement, quand je sors dans la rue, tout fonctionne, il y a des signes, il y a des signaux, mais faire un deuil alors que la chose n'est pas encore avérée. Le seuil de deuil qu'on pourrait faire, c'est le deuil du vivant et donc de cette 6e extinction que j'ai parlé. Celui-là, il est tangible, réel, ça on peut le faire, mais les autres, ils sont assez difficiles à faire. Et puis surtout, le cœur du truc, c'est que c'est extrêmement anxiogène et que ça démobilise complètement, c'est-à-dire que on se dit, mais à quoi bon, il n'y a plus rien à espérer, il n'y a plus rien à tenter, il n'y a plus rien à faire. Et ça, c'est vraiment où les seules choses que Servine propose, c'est de construire de la résilience, de construire des petites sociétés autonomes, de retrouver des pratiques agricoles, de s'essayer à la permaculture, des choses par ailleurs que je pousse, mais je ne voudrais pas que j'ai l'impression qu'on peut faire d'autres choses, et surtout nous, je dis nous, architectes, et en tout cas professions qui ont cette capacité créative, et deux grandes capacités, capacité créative et capacité généraliste, c'est-à-dire de voir l'ensemble des problèmes, de travailler à quantité d'échelles, des échelles artistiques, économiques, sociales, humaines, et en même temps cette capacité créative. Donc effectivement, quand j'entends effondrement, j'ai envie tout de suite d'opposer ce que je sais faire, ce pourquoi j'ai été formé, qui est la construction, qui est le projet, qui est la perspective, qui est l'utopie. Et donc je vous propose, si ça vous intéresse, de lire cet ouvrage qui s'appelle Ecotopia d'Ernest Callenbach, qui réédité un bouquin des années 70 aux États-Unis, qui raconte l'avènement d'une société écologique, utopique, dans 3 États des États-Unis qui ont fait sécession, et il décrit par le menu exactement tout ce qu'on aimerait voir d'une véritable société écologique, avec des tensions, avec une vraie réalité, parce qu'ils inventent quantité de choses, mais si vous voulez lire qu'est-ce qu'est une société décroissante et qui vous donne envie, vous dites que c'est possible. Un autre ouvrage que je voulais aussi vous proposer, qui m'a beaucoup marqué, c'est tout petit, ça fait 50 pages, ça s'appelle L'Alternative ambiante de Gilles Clément. Et c'est un petit ouvrage qui est issu d'un article qu'il avait écrit pour les Cahiers du paysage, où on lui posait la question « Qu'est-ce que l'écologie ?» Donc c'est extrêmement court, percutant, mais c'est magnifique pour comprendre ce que c'est que l'écologie. Et il fait le même constat, presque encore plus terrible, encore plus glaçant, mais que je vous soumets uniquement pour la beauté de la formule, et de la radicalité. L'humanité, sous anesthésie, organise son suicide, un suicide collectif par consentement mutuel inconscient. Donc ça, c'est issu d'un autre de ses ouvrages, qui est la préface du livre Dystopia, où il fait une lettre à un extraterrestre, et il raconte qu'est-ce que l'humanité est en train de faire. Et en même temps, donc il dit ça, il a ce constat terrible, et en même temps, il regarde quoi faire, et il propose cette 3e voie qu'il appelle l'alternative ambiante, qui est ce frémissement, ce bouillonnement d'alternatives, donc de choses très fragiles, de choses expérimentales, de petites choses, mais qu'il faut cultiver comme un jardinier. Donc aucune réponse ne parvient formulée d'un bloc, donc il n'y a pas qu'une seule solution. L'humanité incrédule, donc qui ne veut pas voir ça, tour à tour endormie par les médias et réveillée par la crise, tente de nouvelles pistes de vie en terrain inconnu. Tout est à inventer, tout semble nouveau. Et là, je vais vous donner quelques éléments de choses qui, moi, qui me semblent être le menu avec quoi il faut composer un
un repas collapsologue, si on pourrait dire, c'est-à-dire qu'il faut pas avoir que des aliments tristes, mais il faut aussi avoir de la nourriture, qui motive. Et donc, bien sûr, vous la connaissez. Ce qui est assez dingue, c'est que c'était le 20 août 2018 qu'elle a fait sa première grève de l'école. Donc le vendredi, avec une pancarte devant le Parlement. Et vous connaissez la puissance de la déflagration que ça a généré dans le monde. Donc voir qu'une toute petite chose comme ça, avec énormément de conviction, peut déplacer des montagnes. Donc l'effet domino qu'on peut craindre dans l'effondrement, il faut aussi le regarder sur ces questions de réaction. Qu'est-ce que l'effondrement va nous faire? Qu'est-ce que l'effondrement va faire à certaines personnes? Va leur faire, va les pousser à agir. Ensuite, ce qui est intéressant dans Greta, c'est qu'elle ne fait juste que proposer aux dirigeants de lire sérieusement ce que dit la science, le rapport du GIEC, et elle ne fait que dire, voilà, page 108, le budget carbone dit ça, il nous reste tant de temps. Et donc, ce qui est assez intéressant, c'est qu'elle est juste un relais médiatique pour le GIEC, qui, comme vous le savez, est à l'origine quelque chose qui est pourtant créé par les Nations Unies et du coup indirectement par les gouvernements. Après, d'autres choses qui donnent à espérer, c'est les actions que font Extinction Rébellion avec leur devise qui est « Quand l'espoir meurt, l'action commence ». Donc là aussi, on voit bien ce couple entre désespoir, ou en tout cas désespoir, lucidité, espérance, action. Par contre, vous voyez que c'est des... Donc ça, c'est l'image au pont de Sully, quand ils se sont fait gazer, qu'ils ont occupé le pont de Sully. Donc avec cette image terrible, on a l'impression que c'est des insecticides qui sont déversés. Mais c'est bien des martyrs climatiques, selon moi. C'est des gens qui donnent leur corps, qui interposent leur corps avec une désobéissance non violente pour... ne serait-ce que pour faire l'image médiatique de cette chose-là et pour faire apparaître cette image qu'on attaque des gens qui cherchent juste à alerter et à revendiquer. Un autre ouvrage, donc je pense que vous avez une bibliographie longue comme le bras, mais vous pourrez piocher dedans. Bruno Latour, un des plus grands intellectuels français, à mon avis, qui plaide, lui, pour donc il pose la question tout simplement où atterrir. Où atterrir sur cette terre. Il replaide pour la description de nos conditions d'existence. Il considère qu'on est bien des terrestres et qu'il faut redécrire ces conditions d'existence. Il a une lecture très intéressante du mouvement des Gilets jaunes, où il regardait comment, finalement, il le comparait au cahier de doléances dans la Révolution française, où finalement, peut-être que le travail à faire, c'était de décrire les conditions d'existence locale, ce dont on tient, ce à quoi on tient, pour ensuite essayer de regarder comment on pourrait inventer un gouvernement et travailler à ces questions-là. Donc c'est vraiment un essai politique qui regarde aussi ceux qui refusent l'obstacle. Je parle des dirigeants politiques comme Trump et Bolsonaro, par exemple, qui refusent d'y aller, qui du coup décident de ne plus habiter la même terre que les autres. Et puis il termine par un plaidoyer pour l'Union européenne, en considérant que c'est aussi vraiment à cette échelle-là que, selon lui, les choses se font. Et en même temps, il est honnête aussi sur le fait qu'on est aussi perdu dans une variété de choses à faire, à essayer, d'alternatives. Donc il a cette formule assez belle qui est est-ce que je dois me lancer dans la permaculture, prendre la tête des manifs, marcher sur le palais d'hiver, suivre les leçons de Saint François? Vous connaissez l'encyclique du pape Laudato Si, qui est un texte magnifique sur ces questions écologiques. Devenir hacker, organiser des fêtes de voisins, réinventer des rituels de sorcières, investir dans la photosynthèse artificielle, à moins que vous ne vouliez que j'apprenne à pister les loups. Pour aussi ne pas désespérer complètement de la politique, il y a le travail que mène l'économiste Pierre Larouturou, et sans faire de propagande politique, mais puis parce qu'en plus il a plus de parti, il avait un parti qui s'appelait Nouvelle Donne, mais maintenant il est député européen. Mais avec Jean Jouzel, qui est cet éminent climatologue, ils ont proposé ce qu'ils appellent le pacte finance-climat,
Donc ils disent ils reprennent cette formule qui dit que si le climat était une banque, on l'aurait déjà sauvé. Et ils font ces comparaisons entre les milliards qu'on investit pour les banques et les milliards qu'il faudrait investir pour faire un New Deal vert, et donc pour faire toutes les infrastructures, toutes les rénovations thermiques et autres, pour à la fois créer des emplois et puis restaurer les écosystèmes et puis engager véritablement des transitions. Donc ils plaident ce projet-là depuis longtemps au niveau européen en disant qu'il faudrait 1000 milliards pour le climat. Donc ça, c'est quelque chose qui me semble être une véritable idée politique au bon échelon, qui est l'échelon européen. Donc ils accumulent les soutiens. C'est pas encore fait, mais c'est en tout cas aux États-Unis, il y a ces mêmes idées de Green New Deal vert, enfin de Green New Deal qui apparaissent. Et puis surtout, ils le mettent aussi en comparaison avec les coûts d'évasion fiscale, et on voit que c'est à peu près les mêmes sommes qui sont en jeu. Quasiment 1000 milliards d'évasion fiscale en Europe, et c'est les 1000 milliards qui recommandent pour le climat. Donc on voit aussi ce côté schizophrène, comme il y avait pour les dépenses de l'État, on pourrait dire que c'est la même chose. D'autres choses qui me donnent à espérer, qui sont la convention citoyenne tirée au sort ça c'est aussi issu du mouvement des Gilets jaunes. On va voir ce que ça donne, mais c'est des citoyens tirés au sort qui doivent faire des propositions pour réduire les émissions de CO2, donc moins 40% d'ici 2030 et encore moins 40% d'ici 2050, qui a priori seraient soumises sans filtre ou au référendum ou au Parlement. Donc ça, on voit bien que c'est une façon de réessayer de nouer différentes alliances avec la politique et de réinventer la politique. D'autres choses qui me donnent à espérer, c'est le travail des maires, locaux. Donc là, c'est l'exemple de Jean-François Caron à Los Angeles, qui a inventé dans le bassin minier un laboratoire de la transition énergétique. Je ne vais pas pouvoir détailler, mais c'est vraiment des choses fascinantes de participation citoyenne et autres. Puis lui il dit, on va y arriver par des cellules souches qui montrent qu'autre chose est possible. L'os est une de ces cellules. À un moment, on fera système. D'autres choses qui sont loin de l'architecture, mais qui pour moi m'intéressent énormément parce que c'est l'architecture, on va dire, de nos échanges, ou l'architecture de la finance. C'est tout ce qui se passe autour des monnaies locales. Donc à la fois, on voit une accélération du système avec la finance hors sol et par algorithme. Et puis, de l'autre côté, une forme de démondialisation, de localisme, de la reconquête de la monnaie. Vous voyez les noms qu'elles ont. C'est aussi des noms extrêmement poétiques, et puis c'est des façons de réengager des circuits courts à l'échelle des territoires. Pascal Pot qui fait pousser des tomates sans eau et sans pesticides en travaillant sur des semences extrêmement fines. Donc là, c'est toute la question des pratiques agricoles. Je vous les donne un peu en vrac, mais c'est pour donner de l'espoir face quand on regarde les problèmes de façon globale. Peut-être qu'il faut aussi regarder les toutes petites choses, petites, qui, par contagion, font des choses plus grandes. Donc l'atelier paysan, qui est un atelier qui fait des itinérants où les paysans réapprennent à fabriquer eux-mêmes leurs outils à partir de réemploi, et comment on peut faire une agriculture low-tech. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils font aussi de l'architecture, et ils font on pourrait appeler ça de l'architecture agricole en open source. Donc ils développent des modèles qu'ils améliorent, qu'ils testent, qu'ils expérimentent. Donc ça, pour moi, c'est vraiment des choses que les architectes devraient regarder. Est-ce qu'il n'y a pas des façons de faire aussi différemment? Là, c'est appliqué au monde agricole, mais voilà, qu'est-ce que ce serait l'architecture open source? Et puis, pour moi, la véritable alternative, en tout cas en France, là, récemment, c'est le travail que mènent ces trois, donc Philippe Madec, Dominique Gauzin-Muller et Alain Bornarel, autour de leur manifeste pour la frugalité heureuse et créative. C'est regarder comment faire une architecture biosourcée, écologique, située, locale, low-tech, comment se passer de tous les systèmes énergétiques qui complexifient les bâtiments. Voilà une des choses, et ça vous donne l'info des deuxièmes rencontres qui vont avoir lieu la fin novembre. C'est une des choses en architecture que je regarde et qui m'intéresse et qui me semble pertinente à accompagner.
Mais je garde quand même en tête cette image qui a été prise pendant la catastrophe de Rouen, de l'usine Seveso Lubrizol, où voilà, j'ai l'impression que notre paradigme, c'est quand même celui-là. C'est qu'on travaille patiemment, on tricote des écoquartiers calmes et vivants, et puis il y a les nuages menaçants qui grondent, et puis les catastrophes qui arrivent. J'ai l'impression que c'est le paradigme dans lequel on doit composer. Ça veut dire que ce n'est pas parce qu'on regarde ces nuages-là qu'il faut arrêter de faire ces écoquartiers, ou en tout cas cette architecture calme et vivante. Et enfin, je suis un peu long, dernière partie, pour des lieux infinis. Là, je vais juste aussi dire qu'est-ce que ça nous fait, nous, en tant qu'architectes, toutes ces choses-là, et qu'est-ce qu'à notre échelle, quelle recherche on pousse, quelles alternatives on regarde et on cherche à accompagner. Donc le pavillon français à Venise, où on est commissaire de cette expo qui avait pour thème Free Space, donc qu'on a traduit par l'espace de liberté, et on a regardé quels étaient les espaces de liberté en France aujourd'hui encore, et on a proposé d'en montrer 10, donc qu'on appelait des lieux infinis. Donc c'est des lieux qui, selon nous, sont des alternatives où s'inventent des possibles, des façons de faire différentes, des façons de travailler différemment, des façons d'habiter, des façons d'accueillir les réfugiés, des façons d'engager différents défis, des lieux plus participatifs. Et donc on a fait cette exposition où on montrait des maquettes, mais aussi un cabinet de curiosité d'objets pour montrer l'intensité de la vie dans ces objets. C'était une exposition d'architecture qui avait pour sous-titre « Construire des bâtiments ou des lieux », et on essayait de décaler la question en disant peut-être qu'aujourd'hui, on peut plus se contenter de faire uniquement des bâtiments, de faire de la belle architecture, mais peut-être qu'il faut travailler à l'émergence de lieux et de lieux pour affronter les défis à venir. Et donc certains, comme l'hôtel Pasteur à Rennes, qui était un hôtel à projet qui va aussi accueillir une école maternelle, donc des lieux hybrides, souvent réhabilités. Je ne vais pas pouvoir détailler beaucoup, mais on avait aussi montré la parole des gens qui font ces lieux, l'architecte en étant un de ceux-là, mais il y en a aussi beaucoup d'autres, et on montrait que c'est souvent des lieux qui sont faits par une intelligence collective, qui sont riches parce qu'ils ont beaucoup d'acteurs, et l'architecte n'est pas uniquement le seul garant de la qualité du lieu. Et ce qui nous intéressait de les présenter, c'est aussi parce que, par exemple, celui-là, la Ferme du Bonheur à Nanterre, c'est qui a 25 ans, qui est un des premiers lieux où il y a eu la première AMAP d'Île-de-France qui s'est réfugié là, je dirais. Donc c'est pour dire que ces lieux sont des lieux où s'inventent des choses. Les AMAP maintenant, c'est tout à fait connu, commun, mais je pense qu'il faut favoriser ce type de lieux qui sont précaires, qui sont fragiles, qui sont à la marge de l'informel, mais parce que c'est là que s'inventent des transitions. Les grands voisins que vous connaissez, j'imagine, à Paris, où là on le présentait pour quantité de choses intéressantes, mais j'en retiens une qui est cette monnaie temps, une monnaie locale spécifique au site qu'ils avaient proposée pour que les réfugiés qui étaient hébergés là puissent avoir à disposition des services comme la ressourcerie, la recyclerie, avoir accès à la lingerie qui donnait des repas. Donc là, on voit comment un lieu comme ça, avec un dispositif simple qui est la monnaie, arrive à faire de l'inclusion sociale et arrive à faire de la mixité qu'on pourrait programmer de façon architecturale en disant voilà comment faire de la mixité sociale, comment accueillir les réfugiés au sein de nos villes. Mais peut-être que ça passe aussi par des dispositifs tout simples d'échange à la limite de l'informel. Et puis la Grande Halle, qui est un des bâtiments dont on est maître d'œuvre, qu'on présentait dans l'exposition, qu'on vient de livrer, pour vous dire aussi qu'on, malgré tout ça, on fait quand même de l'architecture, sauf qu'on cherche à la faire un peu différemment, forcément à la lumière de toutes ces idées. Donc là, on est sur un ancien site métallurgique minier dont il ne reste plus qu'une tour de refroidissement et puis une halle en béton. Et là, le projet, c'était d'en faire un tiers-lieu de l'économie circulaire, où il y a une des deux, on est à Colombelles, près de Caen, il y a une des deux halles qu'on a laissées vides pour l'appropriation et qui ne soient pas forcément déterminées à l'avance. Donc c'est aussi dans les projets acceptés qu'il y a des parts d'indéterminés, on ne doit pas forcément tout définir. Et puis surtout, cette indéfinition, elle se fait en amont.
Donc là, c'est un travail qui avait été mené aussi par l'agence Construire de Patrick Bouchin, avec la permanence architecturale, comment on peut faire de la programmation in situ avec les usagers, et comment on fait de la programmation en marchant, et le lieu se définit aussi par le programme, et il n'y a pas un temps qui est d'abord le programme, et puis ensuite le projet, et ensuite le chantier, mais peut-être que les choses doivent être un peu plus perméables. On a construit une cité de chantier avec ETC qu'on a fait entièrement en réemploi, pour aussi montrer que c'était possible d'identifier des gisements à proximité du site et puis de construire à partir de matériaux réemployés. Et on a fait la démonstration dans cet ERP, donc un bâtiment qui reçoit du public, qu'on pouvait réemployer des sanitaires par exemple, en travaillant finement avec le bureau de contrôle et autres. Et puis un projet dont même la façade, elle est aussi faite à plusieurs mains avec les futurs usagers. Donc voilà le type de projet et de lieu hybride sur lequel on travaille. Et enfin, pour finir, quelque chose de très récent, une des suites de cette exposition sur les lieux infinis, c'était une demande ou en tout cas un jeu qu'on a proposé aux visiteurs de la Biennale de nous aider à renseigner qu'est-ce que serait un lieu infini pour eux, en leur proposant comme ça des fiches à remplir. On n'était pas sûr que ça allait marcher, on avait même fait des fausses fiches avec des photos. Et puis en fait, les gens se sont pris au jeu et on a récupéré plus de 8000 fiches renseignées par les visiteurs. Donc avec une question qui était un peu insoluble, c'est-à-dire voilà, on a lancé un jeu et puis on sent qu'on a un trésor, mais est-ce qu'on se lance dans le dépouillement de toutes ces fiches? Donc on s'est dit que par respect pour les gens qui avaient pris le temps de nous donner un lieu, on allait le dépouiller, faire un grand dépouillement. Et donc ça a donné lieu à une exposition à Lyon qui est encore en cours en ce moment jusqu'à Noël, qui s'appelle Des milliers d'ici, où on a fait ce qu'on appelait un panorama de nos attachements, et en continuant cette idée que peut-être qu'il faut dépasser uniquement la question du bâtiment, mais regarder la question des lieux. Qu'est-ce qui nous attache à des lieux? Qu'est-ce qu'on a envie de faire dans des lieux? Et donc on a transformé chaque fiche en une image avec une légende, et puis un grand travail de classification, de dénomination de chacune de ces catégories pour arriver à faire émerger des familles. Donc il y avait, à notre surprise, beaucoup de lieux naturels, bien sûr beaucoup de lieux de patrimoine, beaucoup de lieux des activités urbaines classiques, de cafés, de restaurants, et aussi, bien sûr, un quart du contenu était ce qu'on appelait des lieux hybrides, donc des tiers-lieux, des friches réhabilitées, des jardins partagés, des initiatives locales. Je vais terminer pour vous en livrer quelques-unes, pour montrer aussi à quel point les choses frémissent, l'alternative est là, et des choses qui s'inventent dans les lieux bien au-delà de la question architecturale, mais qui posent des questions des civilisations et de comment on vit ensemble dans nos espaces. Donc ça, c'est ce qui se passe sur l'ancien aéroport de Berlin, qui est qui est fermé depuis 2008, mais qui est devenu un parc public. Un projet d'agriculture urbaine dans une ancienne friche ferroviaire qui est une rotonde en Finlande. Une villa abandonnée qui est devenue un lieu d'accueil des migrants en Allemagne, aussi à Berlin. Une friche industrielle reconvertie en pépinière d'entreprise écologique en Belgique, à Anvers. C'est un magnifique projet dans une ancienne coutellerie en briques qui a été auto-réhabilité et qui est auto-géré par une communauté locale de 500 personnes qui se mettent ensemble, qui font un financement participatif et qui réhabilitent ce bâtiment pour en faire un lieu de production artisanale et de travail. Une sorte de Fab Lab au Kenya. Un tout petit projet très peu connu mais que je trouve extrêmement intéressant, qui est un projet de renaturation d'une friche industrielle, ou comment ne pas faire uniquement des projets de transformation artistique dans ces friches industrielles, mais comment on peut faire aussi d'autres choses. Celui-là que vous connaissez sûrement, qui est la Darwin à Bordeaux, qui est un écosystème vraiment de la transition et un modèle de ces lieux qui deviennent des aimants
pour agréger tous ces gens qui s'intéressent et qui cherchent à innover dans ces questions-là. Des églises qui deviennent des lieux de quartier, des projets pour faire des nouveaux liens entre ville et campagne, une ancienne manufacture en Italie sur des questions d'autonomie, la cité fertile à Pantin qui est un lieu accompagné par SNCF Immobilier comme un laboratoire de la transition écologique et sociale. Et puis le Progetto Gaia Terra, une sorte d'écolieu pour inventer des nouveaux modèles. C'est une petite sélection, j'en passe. Il y en a plus de 500 dans l'expo, donc si vous avez la chance d'aller à Lyon. Et je voudrais terminer avec une citation et cet ouvrage dernière recommandation, qui est de Corinne Morel-Darleux, qui est une conseillère régionale d'Auvergne, Rhône-Alpes, et qui a écrit ce petit ouvrage, Réflexion sur l'effondrement, avec ce titre assez beau qui est plutôt couler en beauté que flotter sans grâce. Et donc elle dit « Il est temps de réfléchir à une éthique de l'effondrement associée aux projets politiques ancrés dans le réel. L'hypothèse de l'effondrement vient nous intimer de développer dès aujourd'hui les conditions d'élasticité de notre société. Il nous faut pour cela concilier souplesse pour l'adaptabilité et robustesse pour résister au choc, aménité et radicalité. Et suivant l'ampleur que prendra l'effondrement, nous aurons lancé les bases d'un nouveau rapport au monde, d'une organisation collective et d'une cosmologie embellie. » Merci. Est-ce que certains d'entre vous ont des questions ? Bonjour, merci pour votre intervention. Je voulais savoir, en tant qu'encore heureux, est-ce que vous vous sentiez assez seul dans le paysage de l'architecture française de travailler sur ces questions-là, ou vous sentez qu'il y a une prise de conscience dans la profession, dans les agences qui essaient de travailler plus ces questions de recyclage, de communauté, de collectif ? Je dirais qu'on se sent seul si on pense qu'on n'est pas assez nombreux, ça c'est sûr, donc il y a des fois on se sent seul. En tout cas, je ne me sens pas seul quand je regarde la jeune génération et quand je regarde votre génération, et qu'effectivement toute l'émergence de ces collectifs, nous, entre guillemets, on a pris ce terme-là, maintenant on n'est plus vraiment un collectif, on a un fonctionnement qui s'apparente plus à une agence classique, mais en tout cas au début, on a revendiqué ce nom collectif avec quelques autres, avec Coloco, Existe. C'était au début des années 2000, on était peu nombreux. Et puis on va dire, depuis les années 2010, il y a une émergence de cette envie de travailler en collectif pour je dirais, la jeune génération. Donc effectivement, je pense que c'est des questions de génération. Vous avez envie, je pense, de travailler différemment, de retravailler avec vos mains, d'expérimenter directement, de peut-être passer par des plus petites échelles. Moi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui se font. J'ai cité le manifeste de la frugalité heureuse. J'aurais pu citer aussi le OFF du développement durable, qui est, je ne sais pas si vous connaissez, mais qui est aussi monté par Alain Bornarel, et qui en gros, qui est une sorte de prix qui depuis 5 ans, qui regarde les projets qui, selon lui, sont vraiment écologiques. Donc c'est pour ça qu'il appelle le OFF. Et c'est des tout petits projets par des architectes très peu connus, mais qui font dans leur territoire des expérimentations. Donc je dirais oui, on peut être trop peu nombreux, mais non, il y a quand même beaucoup de gens qui veulent travailler différemment, qui veulent expérimenter. Et puis aussi, ce qui est intéressant, c'est de voir des maîtrises d'ouvrage qui font confiance à ces gens-là, sans qu'on soit dupe sur la question des collectifs, qui sont aussi des fois instrumentalisés parce qu'ils vont travailler pour pas cher, que c'est aussi une façon
différente d'aborder le métier, dont il faut se méfier aussi professionnellement, je pense. Mais en tout cas, non, je vois une courbe comme celle de l'effondrement, qui est plutôt comme ça. Si vous pouviez juste, pour la fluidité, lever la main avant que l'autre question se termine. On a un autre micro. C'était qui? Non. Bonjour, merci pour votre conférence. J'aurais une question pour la valorisation des matériaux ou les matériaux biosourcés. Est-ce qu'il existe des sites ou des organismes qui s'occupent de recenser tout tel type de matériaux ou de faire des banques en fait de matériaux, ou alors par exemple des idées d'eBay du matériau qui pourrait être réutilisé dans d'autres à proximité. Est-ce que vous êtes au courant de ce type de... Alors la réponse est oui. Il faudra que tu discutes 3 rangs plus bas avec Ingrid Bertin, qui est dans la salle, qui fait une thèse sur ce sujet. Donc c'était juste une petite dédicace, Ingrid. Mais en tout cas, c'est pour dire que que oui, il y a beaucoup de gens qui travaillent à ces questions. Il y a 2 grandes familles. Il y a des plateformes physiques et des plateformes virtuelles. Donc les plateformes physiques, c'est l'Emmaüs des matériaux, on va dire. Donc ça, il y en a un peu moins pour vraiment les matériaux de construction, parce que c'est tout de suite des plus gros volumes, c'est plus compliqué, mais il en existe quand même. Et par exemple, la scénographie de l'exposition des milliers d'ici, on l'a fait à partir de matériaux réemployés qu'on a été sourcés chez Mineka, qui sont à Lyon et qui font de la collecte de matériaux et de la revente de matériaux. Donc ça existe, il s'en monte de plus en plus. Moi, quasiment à chaque conférence que je fais sur le sujet, il y a quelqu'un qui vient me voir en me disant je suis en train de monter une plateforme de réemploi ici. Donc ça c'est une chose. Et après, l'autre chose, c'est les plateformes numériques, où là c'est tous les gens qui se sont dit qu'en fait il faut juste connecter l'offre et la demande, et pas forcément déposer, mais juste mettre en relation. Donc il y a plein de différents modèles et services. Je pense à CycleUp, par exemple, en France, qui est une des très grosses plateformes. Il y en a beaucoup d'autres. En tout cas, c'est un système qui est en effervescence. Après, c'est pas encore simple, facile. En tout cas, c'est beaucoup moins facile que quand tu dessines ton projet d'archi et puis que tu peux consulter les catalogues des fournisseurs voilà, ça c'est sûr que l'architecture, ça fait beaucoup plus facilement sur catalogue. Il n'y a pas encore la fluidité du catalogue de réemploi, mais de plus en plus, ça se facilite. Et après, il faut jamais oublier qu'il y a aussi quand on a un projet, nous on le fait souvent, et notamment c'est ce qu'on a fait à la Grande Halle à Colombelles. C'est-à-dire qu'autour du site, à proximité, sur un rayon de 20, 30, 40 km, tu peux faire la carte des gisements et identifier des entreprises, des fois, des charpentiers qui ont des lots de bois déclassés, des bâtiments qui sont en train d'être démolis. Nous, une des grandes fiertés de ce bâtiment, c'est qu'on a réussi à réemployer des portes coupe-feu, donc ce qui par définition pourrait être difficile. Et en fait, c'était un bâtiment qui est en activité, on a pu déposer les portes. Il y avait une forme de traçabilité qu'on a pu définir avec le bureau de contrôle et les entreprises qui allaient poser, et puis on a réussi à le faire. Donc je dirais les 3 catégories, physique, virtuelle et puis in situ, local. Et oui, il y en a beaucoup qui sont en train d'arriver, d'émerger. Il y a aussi je finis par citer aussi le travail qu'a fait Rotor, qui s'appelle Opalis, qui répertoriait en Belgique, et avec Bellastock, ils sont en train de faire la même chose en France. Donc ils sont en train de faire l'Opalis français. Donc là, c'était vraiment une mine d'or en Belgique. Donc là, on aura bientôt l'équivalent en France. Ok, merci beaucoup. Oui, j'ai une question. Bonjour. Alors, je voulais vous demander,
On entend beaucoup sur les projets comme ça, de tiers-lieux, un peu écologiques, que c'est des choses qui sont réservées à une certaine catégorie de personnes, que c'est des projets de bobos. Enfin, j'imagine que vous avez dû entendre ça. Et donc, je voulais savoir ce que concrètement vous répondez à ça, peut-être notamment avec l'expo que vous faites à Lyon, qui, j'imagine, accueille des réponses un peu plus larges que celles seulement d'un public parisien, par exemple. Voilà, votre avis sur ça. Oui, mais tu as raison, c'est une critique qui est faite souvent et qui pourrait être, qui à la fois est un peu justifiée, parce qu'effectivement, ça peut être, ou ça peut dériver sur de la gentrification et du fait qu'effectivement, il y a une vieille usine un peu pourrie dans un quartier un peu pourri qui est d'une ville moyenne, et puis on en fait un lieu d'accueil avec un bar, des soirées, et puis tout de suite et puis en mettant un peu de compost et 2-3 ateliers de réparation de vélo, et puis le tour est joué. Donc il y a effectivement des acteurs qui pervertissent, on va dire, un peu le modèle. Bon, c'est pas trop ce que je regarde. Après, par exemple, pour reprendre l'exemple des grands voisins, là, moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est que c'est à la fois, effectivement, tu peux dire que c'est un repère de bobos et qu'il y a une génération, qu'on pourrait dire, de la classe créative précaire, qui sont ou des surdiplômés ou des super créatifs, mais qui n'ont pas de moyens de travailler et qui cherchent des lieux pour pouvoir démarrer leur activité. Donc ça, c'est une partie des choses, parce que les plateaux urbains a permis qu'il y ait des ateliers pour ces gens-là. Donc là, tu pourrais dire que c'est la frange extrême, mais en même temps bobo, mais en même temps précaire d'une classe de population. Et puis à côté, tu avais des migrants, des sans-papiers, des femmes seules à la rue qui étaient hébergées. Et l'intelligence, à mon avis, de ces projets-là, c'est quand on fait la réunion des deux et quand on fait le mix entre les deux. Et c'est pour ça que le grand voisin me semble pertinent. Et après, la belle découverte de notre valise à Lyon, c'est de voir qu'effectivement, il y a beaucoup de modalités de ces types de lieux et que déjà, on les connaît peu, ou en tout cas, ceux qu'on connaît, c'est parce qu'ils sont du coup surmédiatisés, qu'ils ont eu beaucoup de financement, qu'ils ont eu beaucoup... Mais on a découvert, et encore, on a juste dépouillé, on n'a pas du tout enquêté sur ces lieux. C'est le travail qui va nous occuper l'année prochaine, j'espère. Mais de regarder un peu plus précisément comment ces lieux-là se forment, comment ils perdurent, comment ils suivent dans le temps. Après, ce qu'il faut dire aussi, c'est que vous avez vu toute la salve des réinventer la métropole, réinventer Paris et autres. Et c'était aussi la foire à toutes ces bonnes idées, tous ces lieux, et chacun devait avoir, entre guillemets, la caution tiers-lieu, et on retrouvait les mêmes planches de référence pour que les dossiers soient repris. Donc moi, je dirais que pour moi, ça fait partie globalement quand même de cette alternative ambiante, et que ça fait partie de ce mouvement. Il y a effectivement des gens qui les récupèrent, qui les font peut-être uniquement dans des buts commerciaux, mais pour moi, c'est un mouvement général et ça montre bien que les promoteurs, par exemple, regardent aussi les marges, regardent les franges et se disent aussi qu'ils ne peuvent plus faire comme avant et qu'ils sont aussi obligés de bouger certaines lignes. Eh bien, la conférence va se conclure. On vous remercie, Julien Chopin. Merci.